Bonjour à tous, aujourd'hui on continue avec le chapitre 12. Serait-ce un Danton? Le besoin d'anxiété, tel était le caractère de la belle Marguerite de Valois, ma tante, qui bientôt épousa le roi de Navarre, qui nous voyons de présent régner en France, sous le nom de Henri XIV. Le besoin de jouer formait tout le secret de caractère de cette princesse aimable. De là, ses brouilles et ses raccommodements avec ses frères dès l'âge de 16 ans. Or, que peut jouer une jeune fille? Ce qu'elle a de plus précieux, sa réputation, la considération de toute sa vie. Mémoire de duc d'Angoulême, fils naturel de Charles IX. Entre Julien et moi, il n'y a point de signature de contrat, point de notaire pour la cérémonie bourgeoise. Tout est héroïque. Tout sera fils du hasard. À la noblesse près, qui lui manque, c'est l'amour de Marguerite de Valois. Pour le jeune La Mole, l'homme le plus distingué de son temps. Est-ce ma faute à moi si les jeunes gens de la cour sont de si grands partisans du convenable et pâlissent à la seule idée de la moindre aventure un peu singulière? Un petit voyage en Grèce ou en Afrique est pour eux le comble de l'audace, et encore ne savent-ils marcher qu'en troupe. Dès qu'ils se voient seuls, ils ont peur, non de la lance du bédouin, mais du ridicule, et cette peur les rend fous. Mon petit Julien, au contraire, n'aime à agir que seul. Jamais, dans cet être privilégié, la moindre idée de chercher de l'appui et du secours dans les autres. Il méprise les autres, et c'est pour cela que je ne le méprise pas. Si, avec sa pauvreté, Julien était noble, mon amour ne serait qu'une sottise vulgaire, une mésalliance plate. Je n'en voudrais pas. Il n'aurait point ce que caractérise les grandes passions. L'immensité de la difficulté à vaincre et la noire incertitude de l'événement. Mademoiselle de la Mole était si préoccupée de ces beaux raisonnements que le lendemain, sans s'en douter, elle vantait Julien au marquis de Croisenois et à son frère. Son éloquence alla si loin qu'elle se piqua. « Prenez bien garde à ce jeune homme qui a tant d'énergie, s'écria son frère. Si la Révolution recommence, il nous fera tous guillotiner. » Elle se garda de répondre et se hâta de plaisanter son frère et le marquis de Croisenois sur la peur que leur faisait l'énergie. Ce n'est au fond que la peur de rencontrer l'imprévu, que la crainte de rester court en présence de l'imprévu. Toujours, toujours, messieurs, la peur du ridicule, monstre qui, par malheur, est mort en 1816. Il n'y a plus de ridicule, disait M. de la Mole, dans un pays où il y a deux partis. Sa fille avait compris cette idée. Ainsi, messieurs, disait-elle aux ennemis de Julien, vous aurez eu bien peur toute votre vie, et après on vous dira. Ce n'était pas un loup, ce n'était pas un loup, ce n'en était que l'ombre. Mathilde les quitta bientôt. Le mot de son frère lui faisait horreur, et il l'enquêta beaucoup, mais dès le lendemain elle y voyait la plus belle des louanges. Dans ce siècle où toute énergie est morte, son énergie leur fait peur. Je lui dirai le mot de mon frère, je veux voir la réponse qu'il y fera. Mais je choisirai un des moments où ses yeux brillent, alors il ne put me mentir. Ce sera un Danton, ajouta-t-elle après une longue et indistincte rêverie. Eh bien, la révolution aura recommencé. Quel rôle joueraient alors Croisenois et mon frère? Il est écrit d'avance. La résignation sublime, ce seraient des moutons héroïques, se laissant égorger sans mot dire. Leur seule peur en mourant serait encore d'être de mauvais goût. Mon petit Julien brûlerait la cervelle aux Jacobins qui viendraient l'arrêter pour peu qu'il eût l'espérance de se sauver. Il n'a pas peur d'être de mauvais goût, lui. Ce dernier mot la rendit pensive, et réveillait de pénibles souvenirs et lui ôta toute sa hardiesse. Ce mot lui rappelait les plaisanteries de messieurs de Caylus de Croisenois, de Luz et de son frère. Ces messieurs rapprochaient unanimement à Julien l'air prêtre, humble et hypocrite. Mais reprit-elle tout à coup, l'œil brillant de joie, l'amertume et la fréquence de leurs plaisanteries, prouvant, en dépit d'eux, que c'est l'homme le plus distingué que nous ayons vu cet hiver. Qu'importe ses défauts, ses ridicules. Il a de la grandeur et ils en sont choqués, eux d'ailleurs si bons et si indulgents. Il est sûr qu'il est pauvre et qu'il a étudié pour être prêtre. Eux sont chefs d'escadron. Ils n'ont pas eu besoin d'études, c'est plus commode.
Malgré tous les désavantages de son éternel habit noir et de cette physionomie de prêtre qu'il lui faut bien avoir, le pauvre garçon, sous peine de mourir de faim, ce mérite leur fait peur, rien de plus clair. Et cette physionomie de prêtre, il ne l'a plus dès que nous sommes quelques instants seuls ensemble. Et quand ces messieurs disent un mot qui croit fin ayant prévu leur premier regard, n'est-il pas pour Julien? Je l'ai fort bien remarqué, et pourtant ils savent bien que jamais il ne leur parle, à moins d'être interrogé. Ce n'est qu'à moi qu'il adresse la parole, il me croit l'âme haute. Il ne répond à leurs objections que juste autant qu'il faut pour être poli. Il tourne au respect tout de suite. Avec moi, il discute des heures entières. Elle n'est pas sûre de ses idées tant que j'y trouve la moindre objection. Enfin, tout cet hiver, nous n'avons pas eu de coup de fusil. Il ne s'est agi que d'attirer l'attention par des paroles. Eh bien, mon père, homme supérieur et qui portera loin la fortune de notre maison, respecte Julien. Tout le reste le haït, personne ne le méprise, que les dévotes amis de ma mère. Le comte de Caylus avait ou feigné une grande passion pour les chevaux. Il passait sa vie dans son écurie, et souvent y déjeunait. Cette grande passion, jointe à l'habitude de ne jamais rire, lui donnait beaucoup de considération parmi ses amis. C'était l'aigle de ce petit cercle. Dès qu'il fut réuni, le lendemain, derrière la bergère de Madame de la Mole, Julien n'était point présent. Monsieur de Caylus, soutenu par Croisenois et par Norbert, attaqua vivement la bonne opinion que Mathilde avait de Julien, et cela sans à-propos, et presque au premier moment où il vit Mademoiselle de la Mole. Et comprit cette finesse d'une lieue, et en fut charmé. Les voilà, tous les guets, se dit-elle, contre un homme de génie qui n'a pas dit louis de rente et qui ne peut leur répondre qu'autant qu'il est interrogé. Ils en ont peur sous son habit noir. Que serait-ce avec des épaulettes? Jamais elle n'avait été plus brillante. Dès les premières attaques, elle couvrit de sarcasmes plaisants Caylus et ses alliés, quand le feu de plaisanterie de ces brillants officiers fut éteint. Que demain quelques obéros des montagnes de la Franche-Comté, dit-elle à M. de Caylus, s'aperçoivent que Julien est son fils naturel et lui donnent un nom et quelques milliers de francs. Dans 6 semaines, il a des moustaches comme vous, messieurs. Dans 6 mois, il est officier de hussards comme vous, messieurs. Et alors, la grandeur de son caractère n'est plus un ridicule. Je vous vois réduit, monsieur le duc futur, à cette ancienne mauvaise raison, la supériorité de la noblesse de cour sur la noblesse de Provence. Mais que vous restera-t-il si je veux vous pousser à bout, si j'ai la malice de donner pour père à Julien un duc espagnol, prisonnier de guerre à Besançon, de temps de Napoléon, et qui, par scrupule de conscience, le reconnaît à son lit de mort? Toutes ces suppositions de naissance non légitime furent trouvées d'assez mauvais goût par messieurs de Caylus et de Croisenois. Voilà tout ce qui virent dans le raisonnement de Mathilde. Quelque demené que fut Norbert, les paroles de sa sœur étant si claires, qui prit un air grave qui allait assez mal. Il faut l'avouer, à sa physionomie souriante et bonne, il osa dire quelques mots. « Êtes-vous malade, mon ami ?» lui répondit Mathilde d'un petit air sérieux. « Il faut que vous soyez bien mal pour répondre à des plaisanteries par de la morale. »« De la morale, vous? Est-ce que vous sollicitez une place de préfet ?» Mathilde oublia bien vite l'air appliqué du comte de Caylus, l'humeur de Norbert et le désespoir silencieux de M. de Croisenois. Elle avait à prendre un parti sur une idée fatale que venait de saisir son âme. « Julien est assez sincère avec moi, se dit-elle. À son âge, dans une fortune inférieure, malheureux comme il l'est, par une ambition étonnante, on a besoin d'une amie. Je suis peut-être cette amie, mais je ne lui vois point d'amour. » Avec l'audace de son caractère, elle me parlait de cet amour. Cette incertitude, cette discussion avec soi-même qui de cet instant occupa chacun des instants de Mathilde et pour laquelle à chaque fois que Julien lui parlait et se trouvait de nouveaux arguments, chassa tout à fait ces moments d'ennui auxquels elle était tellement sujette. Fille d'un homme d'esprit qui pouvait devenir ministre et rendre ses bois au clergé, mademoiselle de la Mole avait été au couvent du Sacré-Cœur, l'objet des flatteries les plus excessives. Ce malheur jamais ne se répare. On lui avait persuadé qu'à cause de tous ses avantages de naissance, de fortune, etc., elle devait être plus heureuse qu'une autre. C'est la source de la nuit des princes et de toute leur folie.
Mathilde n'avait point échappé à la funeste influence de cette idée. Quelque esprit connaît, l'on n'est pas en garde à 10 ans contre les flatteries de tout un couvent, et aussi bien fondé en apparence. Du moment qu'elle eut décidé qu'elle aimait Julien, elle ne s'ennuya plus. Tous les jours, elle se félicitait du parti qu'elle avait pris de se donner une grande passion. Cet amusement a bien des dangers, pensa-t-elle. Tant mieux, 1000 fois tant mieux. Sans grande passion, j'étais languissante d'ennui au plus beau moment de la vie, de 16 ans jusqu'aux 20. J'ai déjà perdu mes plus belles années, obligée pour tout plaisir à entendre déraisonner les amis de ma mère, qui à Coblentz, en 1792, n'étaient pas tout à fait, dit-on, aussi sévères que leurs paroles d'aujourd'hui. C'était pendant que ces grandes incertitudes agitaient Mathilde que Julien ne comprenait pas ces longs regards qui s'arrêtaient sur lui. Il trouvait bien un redoublement de froideur dans les manières du comte Norbert et un nouvel accès d'auteur dans celles de messieurs de Caylus, de Luz et de Croisenois. Il y était accoutumé. Ce malheur lui arrivait quelquefois à la suite d'une soirée où il avait brillé plus qu'il ne convenait à sa position. Sans l'accueil particulier que lui faisait Mathilde et la curiosité que tout cet ensemble lui inspirait, il lui évitait de suivre au jardin ces brillants jeunes gens à moustache lorsque les après-dîners ils y accompagnaient mademoiselle de La Mole. Oui, il est impossible que je me le dissimule, se disait Julien. Mademoiselle de La Mole me regarde d'une façon singulière. Mais même quand ses beaux yeux bleus fixés sur moi sont ouverts avec le plus d'abandon, j'y lis toujours un fond d'examen, de sang-froid et de méchanceté. Est-ce possible que ce soit là de l'amour? Quelle différence avec les regards de madame de Rênal. Une après-dîner, Julien, qui avait suivi M. de La Mole dans son cabinet, revenait rapidement au jardin. Comme il approchait sans précaution du groupe de Mathilde, il surprit quelques mots prononcés très haut. Il tourmentait son frère. Julien entendit son nom prononcé distinctement 2 fois. Il parut. Un silence profond s'établit tout à coup, et l'on fit de vains efforts pour le faire cesser. Mademoiselle de La Mole et son frère étaient trop animés pour trouver un autre sujet de conversation. Messieurs de Caylus, de Croisenois, de Luz et un de leurs amis parurent à Julien d'un froid de glace. Il s'éloigna. Chapitre 13. Un complot. Des propos décousus, des rencontres par effet du hasard se transforment en preuve de la dernière évidence aux yeux de l'homme à imagination s'il a quelque feu dans le cœur. Schiller. Le lendemain, il surprit encore Norbert et sa sœur qui parlaient de lui. À son arrivée, un silence de mort s'établit comme la veille. Ses soupçons n'eurent plus de bornes. Ces aimables jeunes gens auraient-ils entrepris de se moquer de moi? Il faut avouer que cela est beaucoup plus probable, beaucoup plus naturel qu'une prétendue passion de mademoiselle de La Mole, pour un pauvre diable de secrétaire. D'abord, ces gens-là ont-ils des passions? Mystifié est leur fort. Ils sont jaloux de ma pauvre petite supériorité de parole. Être jaloux est encore un de leurs faibles. Tout s'explique dans ce système. Mademoiselle de La Mole veut me persuader qu'elle me distingue tout simplement pour me donner un spectacle à son prétendu. Ce cruel soupçon changea toute la position morale de Julien. Cette idée trouva dans son cœur un commencement d'amour qu'elle n'eut pas de peine à détruire. Cet amour n'était fondé que sur la rare beauté de Mathilde, ou plutôt sur ses façons de reine et sa toilette admirable. En cela, Julien était encore un parvenu. Une jolie femme du grand monde est, à ce qu'on assure, ce qui étonne, le plus apaisant homme d'esprit quand il arrive aux premières classes de la société. Ce n'était point le caractère de Mathilde qui faisait rêver Julien les jours précédents. Il avait assez de sens pour comprendre qu'il ne connaissait point ce caractère. Tout ce qu'il envoyait pouvait n'être qu'une apparence. Par exemple, pour tout au monde, Mathilde n'aurait pas manqué la messe en dimanche. Presque tous les jours, elle y accompagnait sa mère. Si dans le salon de l'hôtel de La Mole, quelque imprudent oubliait le lieu où il était et se permettait l'allusion la plus éloignée à une plaisanterie contre les intérêts vrais ou supposés du trône ou de l'hôtel, Mathilde devenait à l'instant d'un sérieux de glace. Son regard, qui était si piquant, reprenait toute la hauteur impassible d'un vieux portrait de famille. Mais Julien s'était assuré qu'elle avait toujours dans sa chambre un ou deux des volumes les plus philosophiques de Voltaire.
Lui-même volait souvent quelques tomes de la belle édition si magnifiquement reliés, en écartant un peu chaque volume de son voisin, et cachait l'absence de celui qui l'emportait. Mais bientôt il s'aperçoit qu'une autre personne lisait Voltaire. Il eut recours à une finesse du séminaire et plaça quelques petits morceaux de crin sur les volumes qui supposaient pouvoir intéresser mademoiselle de la Mole. Il disparaissait pendant des semaines entières. Monsieur de la Mole, impatienté contre son libraire, qui lui envoyait tous les faux mémoires, chargea Julien d'acheter toutes les nouveautés un peu piquantes. Mais pour que le venin ne se répandît pas dans la maison, le secrétaire avait l'ordre de déposer ses livres dans une petite bibliothèque placée dans la chambre même du marquis. Il eut bientôt la certitude que pour peu que ces livres nouveaux fussent hostiles aux intérêts du trône et de l'autel, ils ne tardaient pas à disparaître. Certes, ce n'était pas Norbert qui lisait. Julien, s'exagérant cette expérience, croyait à mademoiselle de la Mole la duplicité de Machiavel. Cette scélératesse prétendue était un charme à ses yeux, presque l'unique charme moral qu'il eût. La nuit de l'hypocrisie et des propos de vertu le jetait dans cet excès. Il excitait son imagination plus qu'il n'était entraîné par son amour. C'était après s'être perdu en rêverie sur l'élégance de la taille de mademoiselle de la Mole, sur l'excellent goût de sa toilette, sur la blancheur de sa main, sur la beauté de son bras, sur la disinvoltura de tous ses mouvements qui se trouvaient amoureux. Alors pour achever le charme, il la croyait une Catherine de Médicis. Rien n'était trop profond ou trop scélérat pour le caractère qu'il lui prêtait. C'était l'idéal des Malsons, des Frilair et des Castanède, par lui admiré dans sa jeunesse. C'était en un mot pour lui l'idéal de Paris. Y eut-il jamais rien de plus plaisant que de supposer de la profondeur ou de la scélératesse au caractère parisien? Il est possible que ce trio se moque de moi, pensait Julien. On connaît bien peu son caractère, si l'on ne voit pas déjà l'expression sombre et froide qui prirent ses regards en répondant à ceux de Mathilde. Une ironie amère repoussa les assurances d'amitié que mademoiselle de la Mole tenait osa hasarder 2 ou 3 fois. Piqué par cette bizarrerie soudaine, le cœur de cette jeune fille, naturellement froid et ennuyé, sensible à l'esprit, devint aussi passionné qu'il était dans sa nature de l'être. Mais il y avait aussi beaucoup d'orgueil dans le caractère de Mathilde, et la naissance d'un sentiment qui faisait dépendre d'un autre tout son bonheur fut accompagnée d'une sombre tristesse. Julien avait déjà assez profité depuis son arrivée à Paris pour distinguer que ce n'était pas là la tristesse sèche de la nuit. Au lieu d'être avide, comme autrefois, de soirées, de spectacles et de distractions de tout genre, elle les fuyait. La musique chantée par les Français ennuyait Mathilde à la mort, et cependant Julien, qui se faisait un devoir d'assister à la sortie de l'opéra, remarqua qu'elle s'y faisait mener le plus souvent qu'elle pouvait. Il crut distinguer qu'elle avait perdu un peu de la mesure parfaite qui brillait dans toutes ses actions, et répondait quelquefois à ses amis par des plaisanteries outrageantes à force de piquante énergie. Il lui sembla qu'elle prenait un guignon le marquis de Croisenois. Il faut que ce jeune homme aime furieusement l'argent pour ne pas planer là, cette fille, si riche qu'elle soit, pensait Julien. Et pour lui, indigné des outrages faits à la dignité masculine et redoublé de froideur envers elle. Souvent, il alla jusqu'aux réponses peu polies. Quelques résolus qui furent à ne pas être dupes des marquis d'intérêt de Mathilde, elles étaient si évidentes de certains jours, et Julien, dont les yeux commençaient à se dessiller, la trouvait si jolie qu'il en était quelquefois embarrassé. L'adresse et la longanimité de ces jeunes gens du grand monde finiraient par triompher de mon peu d'expérience, se dit-il. Il faut partir et mettre un terme à tout ceci. Le marquis venait de lui confier l'administration d'une quantité de petites terres et de maisons qu'il possédait dans le bas Languedoc. Un voyage était nécessaire. M. de la Mole y consentit avec peine. Excepté pour les matières de haute ambition, Julien était devenu un autre lui-même. Au bout du compte, ils n'en ont point attrapé, se disait Julien en préparant son départ. Que les plaisanteries que mademoiselle de la Mole fait à ces messieurs soient réelles ou seulement destinées à m'inspirer de la confiance. Je m'en suis amusé. S'il n'y a pas conspiration contre le fils du charpentier, mademoiselle de la Mole était inexplicable, mais elle l'est pour le marquis de Croisenois, du moins autant que pour moi.
Hier, par exemple, son humeur était bien réelle et j'ai eu le plaisir de faire bouquer par ma faveur un jeune homme aussi noble et aussi riche que je suis gueux et plébien. Voilà le plus beau de mes triomphes. Il m'égayera dans ma chaise de poste, en courant les plaines de Languedoc. Il avait fait de son départ un secret, mais Mathilde savait mieux que lui qu'il allait quitter Paris le lendemain, et pour longtemps. Il eut recours à un mal de tête fou qu'augmentait l'air étouffé de salon. Elle se promena beaucoup dans le jardin et poursuivit tellement de ses plaisanteries mordantes Norbert, le marquis de Croisenois, Caylus de Luz et quelques autres gens qui avaient dîné à l'hôtel de la Mole, qu'elle les força de partir. Elle regardait Julien d'une façon étrange. Ce regard est peut-être une comédie, pensa Julien, mais cette respiration pressée met tout ce trouble. Bah, se dit-il, que suis-je pour juger de toutes ces choses ? Il s'agit ici de ce qu'il y a de plus sublime et de plus fini parmi les femmes de Paris. Cette respiration pressée qui a été sur le point de me toucher, elle l'aura étudiée chez Léontine Fay, qu'elle aime tant. Ils étaient restés seuls, la conversation languissait évidemment. Non. Julien ne sent rien pour moi, se disait Mathilde, vraiment malheureuse. Comme il prenait congé d'elle, elle lui serra le bras avec force. « Vous recevrez ce soir une lettre de moi, lui dit-elle d'une voix tellement altérée que le son n'en était pas reconnaissable. Cette circonstance toucha sur le champ Julien. Mon père, continua-t-elle, a une juste estime pour les services que vous lui rendez. Il faut ne pas partir demain, trouver un prétexte. Elle s'éloigna en courant. Sa taille était charmante. Il était impossible d'avoir un plus joli pied. Elle courait avec une grâce qui ravit Julien. Mais deviendrait-on à quoi fut sa seconde pensée après qu'elle eut tout à fait disparu ? Il fut offensé du ton impératif avec lequel elle avait dit ce mot est faux. Louis XV aussi, au moment de mourir, fut vivement piqué du mot il faut, maladroitement employé par son premier médecin, et Louis XV pourtant n'était pas un parvenu. Une heure après, un laquais remit une lettre à Julien. C'était tout simplement une déclaration d'amour. Il n'y a pas trop d'affectation dans le style, se dit Julien, cherchant par ses remarques littéraires à contenir joie qui contractait ses joues et le forçait à rire malgré lui. Enfin moi, s'écria-t-il tout à coup, la passion étant trop forte pour être contenue, moi, pauvre paysan, j'ai donc une déclaration d'amour d'une grande dame. Quant à moi, ce n'est pas mal, ajouta-t-il en comprimant sa joie le plus possible. J'ai su conserver la dignité de mon caractère. Je n'ai point dit que jamais. Il se mit à étudier la forme des caractères. Mademoiselle de la Mole avait une jolie petite écriture anglaise. Il avait besoin d'une occupation physique pour se distraire d'une joie qui allait jusqu'au délire. Votre départ m'oblige à parler. Il serait au-dessus de mes forces de ne plus vous voir. Une pensée vint frapper Julien comme une découverte, interrompre l'examen qui faisait de la lettre de Mathilde et redoubler sa joie. « Je l'emporte sur le marquis de Croisenois, s'écria-t-il. « Moi, qui ne dis que des choses sérieuses, et lui est si joli. Il a des moustaches, un charmant uniforme. Il trouve toujours à dire, juste au moment convenable, un mot spirituel et fin. » Julien a eu un instant délicieux et errait à l'aventure dans le jardin fou de bonheur. Plus tard, elle monta à son bureau et se fit annoncer chez le marquis de la Mole, qui heureusement n'était pas sorti. Il y prouva facilement en lui montrant quelques papiers marqués arrivés de Normandie que le soin des procès normands l'obligeait à différer son départ pour le Languedoc. « Je suis bien aise que vous ne partiez pas, lui dit le marquis, quand ils eurent fini de parler d'affaires. J'aime à vous voir. Julien sortit ce mot, le gênait. Et moi, je vais séduire sa fille, rendre impossible peut-être ce mariage avec le marquis de Croisenois qui fait le charme de son avenir. S'il n'est pas duc, du moins sa fille aura un tabouret. Julien eut l'idée de partir pour le Languedoc malgré la lettre de Mathilde, malgré l'explication donnée au marquis. Cet éclair de vertu disparut bien vite. Que je suis bon, se dit-il, moi, plébien, à avoir pitié d'une famille de ce rang. Moi qui le duc de Chaulnes appelle un domestique. Comment le marquis augmente-t-il son immense fortune ?
Un vendant de la rente, quand il apprend au château qu'il y aura le lendemain apparence de coup d'État, et moi, c'était au dernier rang par une providence marâtre, moi à qui elle a donné un cœur noble et pas 1000 francs de rente, c'est-à-dire pas de pain, exactement parlant, pas de pain. Moi, refuser un plaisir qui s'offre, une source limpide qui vient étancher ma soif dans le désert brûlant de la médiocrité que je traverse si péniblement. Ma foi, pas si bête, chacun pour soi dans ce désert d'égoïsme qu'on appelle la vie. Et il se rappela quelques regards remplis de dédain à lui adresser par madame de la Mole et surtout par les dames ses amies. Le plaisir de triompher du marquis de Croisenois vint achever la déroute de ce souvenir de vertu. Que je voudrais qu'il se fâchât, dit Julien avec quelle assurance. Je lui donnerais maintenant du coup un coup d'épée. Et il faisait le geste du coup de seconde. Avant ceci, j'étais un cuistre. Abusant bassement d'un peu de courage, après cette lettre, je suis son égal. Oui, se disait-il avec une volupté infinie en parlant lentement nos mérites, au marquis à moi, on était pesés, et le pauvre charpentier du Jura l'emporte. Bon, s'écria-t-il, voilà la signature de ma réponse trouvée. N'allez pas vous figurer, mademoiselle de la Mole, que j'oublie mon état. Je vous ferai comprendre et bien sentir que c'est pour le fils d'un charpentier que vous trahissez un descendant de fameux Guy de Croisenois, qui suivit sans lui à la croisade. Julien ne pouvait contenir sa joie. Il fut obligé de descendre au jardin. Sa chambre, où il s'était enfermé à clé, lui semblait trop étroite pour respirer. Moi, pauvre paysan de Jura, se répétait-il sans cesse, moi, condamné à porter toujours ce triste habit noir. Hélas, 20 ans plus tôt, j'aurais porté l'uniforme comme eux. Alors un homme comme moi était tué, au général à 36 ans. Cette lettre qu'il tenait serrée dans sa main lui donnait la taille et l'attitude d'un héros. Maintenant, il est vrai, avec cet habit noir, à 40 ans, on a 5000 francs d'appointement et le cordon bleu, comme monsieur l'évêque de Beauvais. Eh bien, se dit-il en rien comme Méphistophélès, j'ai plus d'esprit qu'eux. Je sais choisir l'uniforme de mon siècle. Et il sentit redoubler son ambition et son attachement à l'habit ecclésiastique. Que de cardinaux nés, plus bas que moi et qui ont gouverné. Mon compatriote Granvelle, par exemple. Peu à peu, l'agitation de Julien se calma, la prudence surnagea. Il se dit comme son maître Tartuffe, dont il savait le rôle par cœur. Je puis croire, c'est moi un artifice honnête. Je ne me ferai point à des propos si doux, qu'un peu de ses faveurs, après quoi je soupire, ne vient m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Tartuffe, acte 4, scène 5. Tartuffe aussi fut perdu par une femme, et il en valait bien un autre. Ma réponse peut être montrée à quoi nous trouvons ce remède, ajouta-t-il en prononçant lentement et avec l'accent de la férocité qui se contient. Nous la commençons par les phrases les plus vives de la lettre de la sublime Mathilde. Oui, mes 4 laquais de monsieur de Croisenois se précipitent sur moi et m'arrachent l'original. Non, car je suis bien armée et j'ai l'habitude, comme on sait, de faire feu sur les laquais. Eh bien, l'un d'eux a du courage et se précipite sur moi. On lui a promis 100 Napoléons. Je le tue ou je le blesse à la bonne heure. C'est ce qu'on demande. On me jette en prison fort légalement, je parais en police correctionnelle et l'on m'envoie avec toute justice et équité de la part des juges tenir compagnie d'un Poissy à messieurs Fontaine et Magalon. Là, je couche avec 400 gueux pêle-même. Et j'aurai quelque pitié, ces gens-là. S'écria-t-il en se levant impétueusement, et ont-ils pour les gens du tiers d'état quand ils les tiennent? Ce mot fut le dernier soupir de sa reconnaissance pour M. de la Mole, qui malgré lui le tourmentait jusque-là. Doucement, messieurs les gentilshommes, je comprends ce petit trait de machiavélisme. L'abbé Maslon ou M. Castanet du séminaire n'auraient pas mieux fait. Vous m'enleverez? La lettre est provocatrice, et je serai le second tome du colonel Caron à Colmar. Un instant, messieurs, je vais envoyer la lettre fatale en dépôt dans un paquet bien cacheté à monsieur l'abbé Pirard. Celui-ci-là est honnête homme, janséniste, et en cette qualité à l'abri de ces séductions
Des séductions du budget. Oui, mais il ouvrait les lettres, c'est à Fouquet que j'enverrai celle-ci. Il faut en convenir. Le regard de Julien était atroce, sa physionomie hideuse. Elle respirait le crime sans alliage. C'était l'homme malheureux en guerre avec toute la société. Aux armes, s'écria Julien, et il franchit d'un saut les marches du perron de l'hôtel. Il entra dans l'échoppe de l'écrivain du coin de la rue, et lui fit peur. Copiez, lui dit-il en lui donnant la lettre de mademoiselle de La Mole. Pendant que l'écrivain travaillait, il écrivit lui-même à Fouquet. Il le priait de lui conserver un dépôt précieux. Monsieur, dit-il en s'interrompant, le cabinet noir à la poste ouvrira ma lettre et vous rendra celle que vous cherchez. Non, messieurs. Il alla acheter une énorme Bible chez un libraire protestant, cacha fort adroitement la lettre de Mathilde dans la couverture. Fit emballer le tout et son paquet partit par la diligence adressé à un des ouvriers de Fouquet, dont personne à Paris ne savait le nom. Cela fait, il rentra joyeux et leste à l'hôtel de La Mole. « À nous, maintenant » s'écria-t-il, en s'enfermant à clé dans sa chambre et jetant son habit. « Quoi, mademoiselle » écrivait-il à Mathilde, « c'est mademoiselle de La Mole qui, par les mains d'Arsène, laquais de son père, fait remettre une lettre trop séduisante à un pauvre charpentier de Jura, sans doute pour se jouer de sa simplicité, et il transcrivait les phrases les plus claires de la lettre qu'il venait de recevoir. La sienne eût fait honneur à la prudence diplomatique de monsieur le chevalier de Beauvoisis. Il n'était encore que 10 heures. Julien, ivre de bonheur et du sentiment de sa puissance, si nouveau pour un pauvre diable, entra à l'opéra italien. Il entendit chanter son ami Geronimo. Jamais la musique ne l'avait exalté à ce point. Il était un dieu. Chapitre 14. Pensée d'une jeune fille. Que de perplexités, que des nuits passées sans sommeil. Grand Dieu, vais-je me rendre méprisable? Et me méprisera lui-même. Mais il part, il s'éloigne. Alfred de Musset. Ce n'était point sans combat que Mathilde avait écrit. Quel qu'eût été le commencement de son intérêt pour Julien, bientôt, il domina l'orgueil qui, depuis qu'elle se connaissait, régnait seul dans son cœur. Cette âme haute et froide était emportée pour la première fois par un sentiment passionné. Mais s'il dominait l'orgueil, elle était encore fidèle aux habitudes de l'orgueil. 2 mots de combat et de sensations nouvelles renouvelèrent, pour ainsi dire, tout son être moral. Mathilde croyait voir le bonheur. Cette vue toute puissante sur les âmes courageuses liées à un esprit supérieur eut à lutter longuement contre la dignité et tous les sentiments de devoir vulgaire. Un jour, elle entra chez sa mère, dès 7 heures du matin, la priant de lui permettre de se réfugier à Villequier. La marquise ne daigna pas même lui répondre et lui conseilla d'aller se remettre au lit. Ce fut le dernier effort de la sagesse vulgaire et de la déférence aux idées reçues. La crainte de mal faire et de heurter les idées tenues pour sacrées par les Caylus, les Delouze, les Croisenois avait assez peu d'empire sur son âme. De tels êtres ne lui semblaient pas faits pour la comprendre, et les eût consultés s'il lui était question d'acheter une calèche ou une terre. Sa véritable terreur était que Julien ne fût mécontent d'elle. Peut-être aussi n'a-t-il que les apparences d'un homme supérieur ? Élaborer le manque de caractère, c'était sa seule objection contre les beaux jeunes gens qui l'entouraient. Plus il plaisantait avec grâce tout ce qui s'écarte de la mode ou la suit mal, croyant la suivre, plus il se perdait à ses yeux. Ils étaient braves, et voilà tout. Et encore comment braves, se disait-elle, un duel, mais le duel n'est plus qu'une cérémonie. Tout en est su d'avance, mais ce que l'on doit dire en tombant. Étendu sur le gazon et la main sur le cœur, il faut un pardon généreux pour l'adversaire et un mot pour une belle, souvent imaginaire, ou bien qui va au bal le jour de votre mort, de peur d'exciter les soupçons. On brave le danger à la tête d'un escadron tout brillant d'acier, mais le danger solitaire, singulier, imprévu, vrémollet. Hélas, se disait Mathilde, c'est à la cour de Henri III que l'on trouvait des hommes grands par le caractère comme par la naissance. Ah, si Julien avait servi à Jarnac ou Montcontour, je n'aurais plus de doute. En ces temps de vigueur
et de force, les Français n'étaient pas des poupées. Le jour de la bataille était presque celui des moindres perplexités. Leur vie n'était pas emprisonnée comme une momie d'Égypte, sous une enveloppe toujours commune à tous, toujours la même. Oui, ajouta-t-elle, il y avait plus de vrai courage à se retirer seul à 11 heures du soir en sortant de l'hôtel de Soissons habité par Catherine de Médicis qu'aujourd'hui à courir à Alger. La vie d'un homme était une suite de hasards. Maintenant, la civilisation et le préfet de police ont chassé le hasard plus d'imprévus. S'il paraît dans les idées, il n'est pas assez d'épigrammes pour lui. S'il paraît dans les événements, aucune lâcheté n'est au-dessus de notre peur. Quelque folie que nous fasse faire la peur, elle est excusée. Siècle dégénéré ennuyeux. Qu'aurait dit Boniface de la Mole si, levant hors de la tombe sa tête coupée, il eût vu en 1793 17 de ses descendants se laisser prendre comme des moutons pour être guillotinés 2 jours après? La mort était certaine, mais il lui était de mauvais ton de se défendre et de tuer au moins un Jacobin ou 2. Ah, dans l'état héroïque de la France au siècle de Boniface de la Mole, Julien eût été le chef d'escadron, et mon frère, le jeune prêtre, aux mœurs convenables, avec la sagesse dans les yeux et la raison à la bouche. Quelques mois auparavant, Mathilde désespérait de rencontrer un être un peu différent du patron commun. Elle avait trouvé quelque bonheur en se permettant d'écrire à quelques jeunes gens de la société. Cette hardiesse si inconvenante, si imprudente chez une jeune fille pouvait la déshonorer aux yeux de M. Croisenois, du duc de Chaulnes, son père et de tout l'hôtel de Chaulnes, qui voyait se rompre le mariage projeté. Aurait voulu savoir pourquoi, en ce temps-là, les jours où elle avait écrit un de ses lettres, Mathilde ne pouvait dormir. Mais ces lettres n'étaient que des réponses. Ici, elle osait dire qu'elle aimait. Elle écrivait la première quel mot terrible à un homme placé dans les derniers rangs de la société. Cette circonstance assurait en cas de découverte un déshonneur éternel. Laquelle des femmes venait chez sa mère et osait prendre son parti? Quelle phrase eût-on pu lui donner à répéter pour amortir le coup de l'affreux mépris des salons? Et encore parler était affreux, mais écrire, il est des choses qu'on n'écrit pas, s'écria Napoléon, apprenant la capitulation de Bailen. Et c'était Julien qui lui avait conté ce mot, comme lui faisait d'avance une leçon. Mais tout cela n'était rien encore. L'angoisse de Mathilde avait d'autres causes. Oubliant l'effet horrible sur la société, la tâche ineffaçable et toute pleine de mépris, car elle outrageait sa caste. Mathilde allait écrire à un être d'une bien autre nature que les Croisenois, les Deleuze, les Caylus. La profondeur, l'inconnu du caractère de Julien eût s'effrayé, mais en nouant avec lui une relation ordinaire. Et elle en allait faire son amant, peut-être son maître. Quelles ne seront pas ses prétentions si jamais il put tout sur moi? Eh bien, je me dirais comme Médée, au milieu de tant de périls, il me reste moi. Julien n'avait nulle vénération pour la noblesse du sang, croya-t-elle. Bien plus peut-être il n'avait nul amour pour elle. Dans ces derniers moments de doute affreux se présentèrent les idées d'orgueil féminin. Tout droit à être singulier dans le sort d'une fille comme moi, s'écria Mathilde impatientée. Alors l'orgueil qu'on lui avait inspiré dès le berceau se trouvait un adversaire pour la vertu. Ce fut dans cet instant que le départ de Julien vint tout précipiter. De tels caractères sont heureusement fort rares. Le soir, fort tard, Julien eut la malice de faire descendre une malle très pesante chez le portier. Il appela pour la transporter le valet de pied qui faisait la cour à la femme de chambre de mademoiselle La Mole. Cette manœuvre peut n'avoir aucun résultat, se dit-il, mais si elle réussit, elle me croit partie. Il s'endormit fort gai sur cette plaisanterie. Mathilde ne ferma pas l'œil. Le lendemain de fort grand matin, Julien sortit de l'hôtel sans être aperçu, mais il rentra avant 8 heures. À peine était-il dans la bibliothèque que mademoiselle La Mole parut sur la porte. Il lui remit sa réponse et pensait qu'il était de son devoir de lui parler. Rien n'était plus commode, du moins, mais mademoiselle de La Mole ne voulut pas l'écouter et disparut. Julien en fut charmé et il ne savait que lui dire. Si tout ceci n'est pas un jeu convenu avec le comte Norbert, il est clair
que ce sont mes regards pleins de froideur qui ont allumé l'amour baroque que cette fille de si haute naissance s'avise d'avoir pour moi. Je serais un peu plus sot qu'il ne convient si jamais je me laissais entraîner à avoir du goût pour cette grande poupée blonde. Ce raisonnement le laissa plus froid et plus calculant qu'il n'avait été de sa vie. Dans la bataille qui se prépare, ajouta-t-il, l'orgueil de la naissance sera comme une colline élevée, formant position militaire entre elle et moi. C'est là-dessus qu'il faut manœuvrer. J'ai fort mal fait de rester à Paris. Cette remise de mon départ m'avilit et m'expose, et tout ceci n'est qu'un jeu. Quel danger y avait-il à partir ? Je me moquais d'eux, s'ils se moquent de moi. Si son intérêt pour moi a quelque réalité, je centuplais cet intérêt. La lettre de mademoiselle de La Mole avait donné à Julien une jouissance de vanité si vive que, tout en riant de ce qui lui arrivait, il avait oublié de songer sérieusement à la convenance du départ. C'était une fatalité de son caractère d'être extrêmement sensible à ses fautes. Il était fort contrarié de celle-ci et ne songeait presque plus à la victoire incroyable qui avait précédé ce petit échec. Lorsque, vers les 9 heures, mademoiselle de La Mole parut sur le seuil de la porte de la bibliothèque, lui jeta une lettre et s'enfuit. « Il paraît que ceci va être le roman par lettres, dit-il en relevant celle-ci. L'ennemi fait un faux mouvement, moi je vais faire donner la froideur et la vertu. On lui demandait une réponse décisive avec une hauteur qui augmenta sa gaieté intérieure. Il se donna le plaisir de mystifier pendant 2 pages les personnes qui voudraient se moquer de lui, et ce fut encore par une plaisanterie qui s'annonça vers la fin de sa réponse, son départ décidé pour le lendemain matin. Cette lettre terminée. Le jardin va me servir pour la remettre, pensa-t-il, et il y alla. Et regardait la fenêtre de la chambre de mademoiselle de La Mole. Elle était au premier étage, à côté de l'appartement de sa mère, mais il y avait un grand entresol. Ce premier était tellement élevé qu'en se promenant sous l'allée des tilleuls, sa lettre à la main, Julien ne pouvait être aperçu de la fenêtre de mademoiselle de La Mole. La voûte formée par les tilleuls, fort bien taillée, interceptait la vue. « Mais quoi ?» se dit Julien. Avec humeur encore une imprudence. Si l'on a entrepris de se moquer de moi, me faire voir une lettre à la main, c'est servir mes ennemis. La chambre de Norbert était précisément au-dessus de celle de sa sœur, et si Julien sortait de la voûte formée par les branches taillées des tilleuls, le comte et ses amis pouvaient suivre tous ses mouvements. Mademoiselle de La Mole parut derrière sa vitre et montra sa lettre à demi. Elle baissa la tête. Aussitôt, Julien remonta chez lui en courant et rencontra par hasard dans le grand escalier la belle Mathilde, qui saisit sa lettre avec une aisance parfaite des yeux riants. Que de passion il y avait dans les yeux de cette pauvre Madame de Rênal, se dit Julien. Quand, même après 6 mois de relations intimes, elle osait recevoir une lettre de moi. De sa vie, je crois, elle ne m'a regardé avec des yeux riants. Il ne s'exprima pas aussi nettement le reste de sa réponse. Avait-il honte de la futilité des motifs ? Mais aussi quelle différence ajoutait sa pensée dans l'élégance de la robe du matin, dans l'élégance de la tournure. En apercevant mademoiselle de La Mole à 30 pas de distance, un homme de goût devinerait le rang qu'elle occupe dans la société. Voilà ce qu'on peut appeler un mérite explicite. Tout en plaisantant, Julien ne s'avouait pas encore toute sa pensée. Madame de Rênal n'avait pas de marquis de Croisenois à lui sacrifier. Il n'avait pour rival que cet ignoble sous-préfet, M. Charcot, qui se faisait appeler de Maugiron, parce qu'il n'y a plus de Maugiron. À 5 heures, Julien reçut une 3e lettre. Elle lui fut lancée de la porte de la bibliothèque. Mademoiselle de La Mole s'enfuit encore. « Quelle manie d'écrire, se dit-il en riant, quand on peut se parler si commodément. L'ennemi veut avoir de mes lettres, c'est clair, et plusieurs. Il ne se hâtait point d'ouvrir celui-ci. Encore des phrases élégantes, pensa-t-il, mais il pâlit en lisant. Il n'y avait que 8 lignes. J'ai besoin de vous parler. Il faut que je vous parle. Ce soir, au moment où 1 heure après minuit sonnera, trouvez-vous dans le jardin. Prenez la grande échelle du jardinier auprès de puits, placez-la contre ma fenêtre et montez chez moi. Il fait clair de lune, n'importe. » Voilà, ce sera terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer avec les chapitres 15, 16 et 17. Et pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao.
Gare le sort d'Abélard, monsieur le secrétaire. Eh bien, parbleu, monsieur, vous porterez de mes marques, je frapperai à la figure comme les soldats de César à Pharsale. Quant aux lettres, je puis les mettre en lieu sûr. Julien fit des copies des 2 dernières, les cacha dans un volume du Beau Voltaire de la bibliothèque et porta lui-même les originaux à la poste. Quand il fut de retour, dans quelle folie je vais me jeter, se dit-il avec surprise et terreur. Il avait été un quart d'heure sans regarder en face son action de la nuit prochaine. Mais si je refuse, je me méprise moi-même dans la suite. Toute la vie, cette action sera un grand sujet de doute pour moi, et un tel doute est le plus cuisant des malheurs. Ne l'ai-je pas éprouvé pour l'amant d'Amanda? Je crois que je me pardonnerai plus aisément un crime bien clair. Une fois avoué, je cesserai d'y penser. Quoi, un destin incroyable à force de bonheur me tire de la foule pour me mettre en rivalité avec un homme portant un des plus beaux noms de France, et je me serais moi-même de gaieté de cœur déclarer son inférieur. Au fond, il y a de la lâcheté à ne pas aller. Ce mot décide tout, s'écria Julien en se levant. D'ailleurs, elle est bien jolie. Si ceci n'est pas une trahison, quelle folie elle fait pour moi. Si c'est une mystification parbleu, monsieur, il ne tient qu'à moi de rendre la plaisanterie sérieuse, et ainsi ferai-je. Mais s'ils m'attachent les bras au moment de l'entrée dans la chambre, ils peuvent avoir placé quelque machine ingénieuse. C'est comme un duel, se dit-il en riant. Il y a parade à tout, dit mon maître d'armes, mais le bon Dieu qui veut qu'on en finisse fait que l'un des deux oublie de parer. Du reste, voici de quoi leur répondre. Il tirait ses pistolets de poche, et quoique l'amorce fût fulminante, il la renouvela. Il y avait encore bien des heures à attendre pour faire quelque chose. Julien écrivit à Fouqué. « Mon ami, n'ouvre la lettre si incluse qu'en cas d'accident, si tu entends dire que quelque chose d'étrange m'est arrivé. Alors efface les noms propres du manuscrit que je t'envoie et fais-en 8 copies que tu enverras aux journaux de Marseille, Bordeaux, Lyon, Bruxelles, etc. 10 jours plus tard, fais imprimer ce manuscrit, envoie le premier exemplaire à monsieur le marquis de la Mole, et 15 jours après, jette les autres exemplaires de nuit dans les rues de Verrières. » Ce petit mémoire justificatif arrangé en forme de compte que Fouqué ne devait ouvrir qu'en cas d'accident, Julien le fit aussi peu compromettant que possible pour mademoiselle de la Mole, mais enfin il peignait fort exactement sa position. Julien achevait de fermer son paquet lorsque la cloche du dîner sonna, et fit battre son cœur. Son imagination préoccupée du récit qui venait de composer était toute au pressentiment tragique. Il s'était vu saisi par des domestiques garrottés, conduits dans une cave avec un bâillon dans la bouche. Là, un domestique le gardait à vue. Et si l'honneur de la noble famille exigeait que l'aventure eût une fin tragique, il était facile de tout finir avec ces poisons qui ne laissent point de traces. Alors on disait qu'il était mort de maladie, et on le transportait mort dans sa chambre. Ému de son propre conte comme un auteur dramatique, Julien avait réellement peur lorsqu'il entra dans la salle à manger et regardait tous ses domestiques en grande livrée. Il étudiait leur physionomie. Quels sont ceux qu'on a choisis pour l'expédition de cette nuit, se disait-il. Dans cette famille, les souvenirs de la cour de Henri III sont si présents, si souvent rappelés que, se croyant outragés, ils auront plus de décision que les autres personnages de leur rang. Il regarda mademoiselle La Mole pour lire dans ses yeux les projets de sa famille. Elle était pâle, et il lui trouvait tout à fait une physionomie du Moyen-Âge. Jamais il ne lui avait vu l'air si grand. Elle était vraiment belle et imposante, et il en devine presque amoureux. Pallida morte futura, se dit-il, sa pâleur annonce ses grands desseins. Un vin. Après dîner, il affecta de se promener longtemps. Dans le jardin, mademoiselle de la Mole n'y parut pas. Lui parlait eut dans ce moment délivré de son cœur d'un grand poids. Pourquoi ne pas l'avouer? Il avait peur. Comme il était résolu à agir, et s'abandonnait à ce sentiment sans vergogne. Pourquoi qu'au moment d'agir, je me trouve le courage qu'il faut, se disait-il, qu'importe ce que je puis sentir en ce moment.
Il alla reconnaître la situation et le poids de l'échelle. C'est un instrument, se dit-il, un rien dont il est dans mon destin de me servir, ici comme à Verrières. Quelle différence! Alors ajouta-t-il avec un soupir, je n'étais pas obligé de me méfier de la personne pour laquelle je m'exposais. Quelle différence aussi dans le danger! J'eusse été tué dans les jardins de M. de Rênal, qu'il n'y avait point de déshonneur pour moi. Facilement, où nous rendu ma mort inexplicable. Ici, quel récit abominable ne va-t-on pas faire dans les salons de l'hôtel de Chaulnes, de l'hôtel de Caylus, de l'hôtel de Retz, etc. Partout enfin. Je serai un monstre dans la postérité. Pendant 2 ou 3 ans, reprit-il en riant et en se moquant de soi. Mais cette idée l'anéantissait. Et moi, où pourrait-on me justifier? En supposant que Fouquet imprime mon pamphlet posthume, ce ne sera qu'une infamie de plus. Quoi? Je suis reçu dans une maison et pour prix de l'hospitalité que j'y reçois, des bontés dont on m'accable. J'imprime un pamphlet sur ce qui s'y passe. J'attaque l'honneur des femmes. Ah, 1000 fois plus tôt, soyons dupes. Cette soirée fut affreuse. Chapitre 16. 1h du matin. Ce jardin était fort grand, dessiné depuis peu d'années avec un goût parfait, mais les arbres avaient figuré dans le fameux Préauclerc, si célèbre du temps de Henri III. Ils avaient plus d'un siècle. On y trouvait quelque chose de champêtre. Massinger. Il allait écrire un contre-ordre à Fouquet lorsqu'11 heures sonnèrent. Il fit jouer avec bruit la serrure de la porte de sa chambre, comme s'il se fût enfermé chez lui. Il alla observer à pas de loup ce qui se passait dans toute la maison, surtout dans les mansardes du 4e, habitées par les domestiques. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Une des femmes de chambre de Madame de la Mole donnait soirée, les domestiques prenaient du punch fort gaiement. Ceux qui rient ainsi, pensa Julien, ne doivent pas faire partie de l'expédition nocturne, ils seraient plus sérieux. Enfin, il alla se placer dans un coin obscur du jardin. Si leur plan est de se cacher de domestiques de la maison, ils feront arriver par-dessus les murs du jardin les gens chargés de me surprendre. Si M. de Croisenois porte quelque sang-froid dans tout ceci, il doit trouver moins compromettant pour la jeune personne qui veut épouser de me faire surprendre avant le moment où je serai entré dans sa chambre. Et fit une reconnaissance militaire et fort exacte. Il s'agit de mon honneur, pensa-t-il. Si je tombe dans quelque beuve, ce ne sera pas une excuse à mes propres yeux de me dire « je n'y avais pas songé ». Le temps était d'une sérénité désespérante. Vers les 11 heures, la lune s'était levée. À minuit et demi, elle éclairait en plein la façade de l'hôtel donnant sur le jardin. Elle est folle, se disait Julien. Comme une heure sonna, il y avait encore de la lumière aux fenêtres de comte Norbert. De sa vie, Julien n'avait eu autant de peur, il ne voyait que les dangers de l'entreprise et n'avait aucun enthousiasme. Il alla prendre l'immense échelle, attendit 5 minutes pour laisser le temps à un contre-ordre, et à 1h05 posa l'échelle contre la fenêtre de Mathilde. Il monta doucement, le pistolet à la main, étonné de n'être pas attaqué. Comme il approchait de la fenêtre, il s'ouvrit sans bruit. « Vous voilà, monsieur, lui dit Mathilde avec beaucoup d'émotion. Je suis vos mouvements depuis 1 heure. » Julien était fort embarrassé. Il ne savait comment se conduire et il n'avait pas d'amour du tout. Dans son embarras, il pensa qu'il fallait oser. Il essaya d'embrasser Mathilde. « Fi donc, lui dit-elle en repoussant. Fort content d'être conduit, il se hâta de jeter un coup d'œil autour de lui. La lune était si brillante que les ombres qu'elle formait dans la chambre de mademoiselle de la Mole étaient noires. « Il peut fort bien y avoir là des hommes cachés sans que je les voie, pensa-t-il. « Qu'avez-vous dans la poche du côté de votre habit ?» lui dit Mathilde, enchaînée de trouver un sujet de conversation. Elle souffrait étrangement. Tous les sentiments de retenue et de timidité
Tous les sentiments de retenue et de timidité, si naturels à une fille bien née, avaient repris leur empire et la mettaient au supplice. « J'ai toutes sortes d'armes et de pistolets, répondit Julien, non moins content d'avoir quelque chose à dire. Il faut abaisser l'échelle, dit Mathilde. Elle est immense et peut casser les vitres du salon en bas ou de l'entresol. Il ne faut pas casser les vitres, reprit Mathilde, essayant en vain de prendre le ton de la conversation ordinaire. Vous pourriez, me semble, abaisser l'échelle au moyen d'une corde qu'on attacherait au premier échelon. J'ai toujours une provision de cordes chez moi. Et c'est là une femme amoureuse, pensa Julien, elle ose dire qu'elle aime. Tant de sang-froid, tant de sagesse dans les précautions m'indiquent assez que je ne triomphe pas de M. de Croisenois comme je le croyais sottement, mais que tout simplement je lui succède. Au fait, que m'importe? Est-ce que je l'aime? Je triomphe du marquis en ce sens qui sera très fâché d'avoir un successeur, et plus fâché encore que ce successeur soit moi. Avec quelle hauteur il me regardait hier soir au café Tortoni en affectant de ne pas me reconnaître, avec quel air méchant il me salua ensuite quand il ne peut plus s'en dispenser. Julien avait attaché la corde au dernier échelon de l'échelle et la descendait doucement et en se penchant beaucoup en dehors du balcon pour faire en sorte qu'elle ne touchait pas les vitres. Beau moment pour me tuer, pensa-t-il, si quelqu'un est caché dans la chambre de Mathilde, mais un silence profond continuait à régner partout. L'échelle toucha la terre. Julien parvint à la coucher dans le plate-bande de fleurs exotiques le long du mur. « Que va dire ma mère, dit Mathilde, quand elle verra ces belles plantes toutes écrasées. Il faut jeter la corde, ajouta-t-elle d'un grand sang-froid. Si on l'apercevait remontant au balcon, ce serait une circonstance difficile à expliquer. Et comment moi m'en aller, dit Julien d'un ton plaisant, et en affectant le langage créole. Une des femmes de chambre de la maison était née à Saint-Domingue. « Vous en allez par la porte dit Mathilde, ravie de cette idée. « Ah, que cet homme est dingue, que cet homme est digne de tout mon amour, pensa-t-elle. Julien venait de laisser tomber la corde dans le jardin. Mathilde le serra le bras. Il crut être saisi par un ennemi et se retourna vivement en tirant un poignard. Elle avait cru entendre ouvrir une fenêtre et restèrent immobiles et sans respirer. La lune les éclairait en plein. Le bruit ne se renouvelait pas. Il n'eut plus d'inquiétude. Alors l'embarras recommença, il était grand des deux parts. Julien s'assura que la porte était fermée avec tous ses verrous. Il pensait bien à regarder sous le lit, mais n'osait pas. On avait pu y placer un ou deux laquais. Enfin, il craignit un reproche futur de sa prudence et regarda. Mathilde était tombée dans toutes les angoisses de la timidité la plus extrême. Elle avait horreur de sa position. « Qu'avez-vous fait de mes lettres ?» dit-elle enfin. « Quelle bonne occasion de concerter ces messieurs s'ils sont aux écoutes, et d'éviter la bataille, » pensa Julien. La première est cachée dans une grosse Bible protestante que la diligence d'hier soit emportée bien loin d'ici. Que la diligence d'hier soir emporte bien loin d'ici. Il parlait fort distinctement en entrant dans ces détails et de façon à être entendu des personnes qui pouvaient être cachées dans deux grandes armoires d'acajou qu'il n'avait pas osé visiter. Les deux autres sont à la poste et suivent la même route que la première. « Eh grand Dieu, pourquoi toutes ces précautions ?» dit Mathilde étonnée. « À propos de quoi est-ce que je mentirais ?» pensa Julien, et il lui avoua tous ses soupçons. « Voilà donc la cause de la froideur de tes lettres !» s'écria Mathilde avec l'accent de la folie plus que de la tendresse. Julien ne remarqua pas cette nuance. Ce tutoiement lui fit perdre la tête, ou du moins ses soupçons s'évanouirent. Il se trouva élevé à ses propres yeux, il osa serrer dans ses bras cette fille si belle et qui lui inspirait tant de respect. Il ne fut repoussé qu'à demi. Il eut recours à sa mémoire, comme jadis à Besançon auprès d'Amanda Binet, et récita plusieurs des plus belles phrases de la nouvelle Héloïse.
Tu as un cœur d'homme, lui répondit-on, sans trop écouter ses phrases. J'ai voulu éprouver ta bravoure, je l'avoue. Tes premiers soupçons et ta résolution te montrent plus intrépide encore que je ne croyais. Mathilde faisait effort pour le tutoyer. Elle était évidemment plus attentive à cette étrange façon de parler qu'au fond des choses qu'elle disait. Ce tutoiement, dépouillé du ton de la tendresse, au bout d'un moment ne fit aucun plaisir à Julien. Il étonnait de l'absence du bonheur, enfin pour le sentir, et eut recours à sa raison. Il se voyait estimé par cette jeune fille, si fière, ce qui n'accordait jamais des louanges sans restriction. Avec ce raisonnement, il parvint à un bonheur d'amour propre. Ce n'était pas, il est vrai, cette volupté de l'âme qu'il avait trouvée quelquefois auprès de Madame de Rênal. Quelle différence, grand Dieu! Il n'y avait rien de tendre dans ses sentiments de ce premier moment. C'était le plus vif bonheur d'ambition, et Julien était surtout ambitieux. Il parla de nouveau des gens par lui soupçonnés et des précautions qu'il avait inventées. En parlant, il songeait au moyen de profiter de sa victoire. Mathilde, encore fort embarrassée et qui avait l'air atterrée de sa démarche parut enchantée de trouver un sujet de conversation. On parla des moyens de se revoir. Julien jouit délicieusement de l'esprit et de la bravoure dont il fit preuve de nouveau pendant cette discussion. On avait affaire à des gens très clairvoyants. Le petit Imbaud était certainement un espion, mais Mathilde et lui n'étaient pas non plus sans adresse. Quoi de plus facile que de se rencontrer dans la bibliothèque pour convenir de tout? Je puis paraître sans exciter de soupçons dans toutes les parties de l'hôtel, ajoutait Julien, et presque jusque dans la chambre de Madame de la Mole. Il fallait absolument la traverser pour arriver à celle de sa fille. Si Mathilde trouvait mieux qu'il arrivât toujours par une échelle, c'était avec un cœur ivre de joie qui s'exposerait à ce faible danger. En l'écoutant parler, Mathilde était choquée de cet air de triomphe. Il est donc mon maître, se dit-elle. Déjà, elle était en proie au remords. Sa raison avait horreur de l'insigne folie qu'elle venait de commettre. Si elle l'eût pu, elle eût anéanti elle et Julien. Quand par instant la force de sa volonté faisait taire les remords, des sentiments de timidité et de pudeur souffrante la rendaient fort malheureuse. Elle n'avait nullement prévu l'état affreux où elle se trouvait. Il faut cependant que je lui parle, se dit-elle à la fin. Cela est dans les convenances, on parle à son amant. Et alors, pour accomplir un devoir et avec une tendresse qui était bien plus dans les paroles dont elle se servait que dans le son de sa voix, elle raconta les diverses résolutions qu'elle avait prises à son égard pendant ces derniers jours. Elle avait décidé que s'il osait arriver chez elle avec le secours de l'échelle du jardinier, ainsi qu'il lui était prescrit, elle serait toute à lui. Mais jamais l'on ne dit, d'un ton plus froid et plus poli, des choses aussi tendres. Jusque-là, ce rendez-vous était glacé. C'était à faire prendre l'amour en haine. Quelle leçon de morale pour une jeune imprudente! Vaut-il la peine de perdre son avenir pour un tel moment? Après de longues incertitudes qui eussent pu paraître à un observateur superficiel, l'effet de la haine la plus décidée, tant les sentiments qu'une femme se doit à elle-même avaient de peine à céder à une volonté aussi ferme. Mathilde finit par être pour lui une maîtresse aimable. À la vérité, ces transports étaient un peu voulus. L'amour passionné était bien plutôt un modèle qu'on imitait qu'une réalité. Mademoiselle de la Mole croyait remplir un devoir envers elle-même et envers son amant. Le pauvre garçon, se disait-elle, a été d'une bravoure achevée. Il doit être heureux, ou bien c'est moi qui manque de caractère. Mais elle eût voulu racheter, au prix d'une éternité de malheur, la nécessité cruelle où elle se trouvait. Malgré la violence affreuse qu'elle s'imposait, elle fut parfaitement maîtresse de ses paroles. Aucun regret, aucun reproche ne vint regâter cette nuit qui sembla singulière plutôt qu'heureuse à Julien. Quelle différence, grand Dieu, avec son dernier séjour de 24 heures à Verrières.
Ces belles façons de Paris ont trouvé le secret de tout gâter, même l'amour, se disait-il dans son injustice extrême. Il se livrait à ses réflexions debout dans une des grandes armoires d'acajou où on l'avait fait entrer au premier bruit entendu dans l'appartement voisin. Qui était celui de Madame de la Mole. Mathilde suivit sa mère à la messe. Les femmes quittèrent l'appartement et Julien s'échappa avant qu'elles ne revinssent terminer leurs travaux. Il monta à cheval et alla au pas rechercher les endroits les plus solitaires du bois de Meudon. Il était bien plus étonné qu'heureux. Le bonheur qui, de temps à autre, venait occuper son âme était comme celui d'un jeune sous-lieutenant qui, à la suite de quelque action étonnante, aurait été nommé colonel d'emblée par le général en chef. Il se sentait porté à une immense hauteur. Tout ce qui était au-dessus de lui la veille était à ses côtés maintenant ou bien au-dessous. Peu à peu, le bonheur de Julien augmenta à mesure qu'il s'éloignait. S'il n'y avait rien de tendre dans son âme, c'est que, quelque étrange que ce mot puisse paraître, Mathilde, dans toute sa conduite avec lui, avait accompli un devoir. Il n'y eut rien d'imprévu pour elle dans tous les événements de cette nuit, que le malheur et la honte qu'elle avait trouvés au lieu de ces transports divins dont parlent les romans. Me serais-je trompée? N'aurais-je pas d'amour pour lui? se dit-elle. Chapitre 17. Une vieille paix. I now mean to be serious. It is time. Sans slaughter nowadays is deemed too serious. A jest advised by virtuous called a crime. Don Juan. Elle ne parut point au dîner. Le soir, elle vint un instant au salon, mais ne regarda pas Julien. Cette conduite lui parut étrange, mais, pensa-t-il, je dois me l'avouer, je ne connais les usages de la bonne compagnie que par les actions de la vie de tous les jours que j'ai vu faire 100 fois, et me donnera quelques bonnes raisons pour tout ceci. Toutefois, agité par la plus extrême curiosité, il étudiait l'expression des traits de Mathilde. Il ne put pas se dissimuler qu'elle avait l'air sec et méchant. Évidemment, ce n'était pas la même femme qui, la nuit précédente, avait offeigné des transports de bonheur trop excessifs pour être vrais. Le surlendemain, même froideur de sa part, elle ne la regardait point, elle ne s'apercevait pas de son existence. Julien, dévoré par le plus vive inquiétude, était à 1000 lieues des sentiments de triomphe qu'il avait seul animé le premier jour. Serait-ce par hasard, se dit-il, un retour à la vertu? Mais ce mot était bien bourgeois pour l'altère Mathilde. Dans les positions ordinaires de la vie, elle ne croit guère à la religion, pensait Julien. Elle l'aime comme utile aux intérêts de sa caste. Mais par simple délicatesse féminine, ne peut-elle pas se reprocher vivement la faute irréparable qu'elle a commise? Julien croyait être son premier amant. Mais se disait-il, dans d'autres instants, il faut avouer qu'il n'y a rien de naïf, de simple, de tendre dans toute sa manière d'être. Jamais je ne l'ai vue plus semblable à une reine qui vient de descendre de son trône. Me méprisa-t-elle? Il serait digne d'elle de se reprocher ce qu'elle a fait pour moi à cause seulement de la bassesse de ma naissance. Pendant que Julien, rempli de ses préjugés puisés dans les livres et dans les souvenirs de Verrières, poursuivait la chimère d'une maîtresse tendre et qui ne songe plus à sa propre existence du moment qu'elle a fait le bonheur de son amant, la vanité de Mathilde était furieuse contre lui. Comme elle ne s'ennuyait plus depuis 2 mois, elle ne craignait plus la nuit, ainsi sans pouvoir s'en douter le moins du monde. Julien avait perdu son plus grand avantage. Je me suis donc donné un maître, se disait mademoiselle de la Mole en se promenant agitée dans sa chambre. Il est rempli d'honneur, à la bonne heure. Mais si je pousse à bout de sa vanité, il se vengera en faisant connaître la nature de nos relations. Tel est le malheur de notre siècle. Les plus étranges égarements même ne guérissent pas de la nuit.
Julien était le premier amour de Mathilde et, dans cette circonstance de la vie qui donne quelques illusions à tendre, même aux âmes les plus sèches, elle était en proie aux réflexions les plus amères. Il a sur moi un empire immense, puisqu'il règne par la terreur et peur me punir d'une peine atroce, si je le pousse à bout. Cette seule idée suffisait pour porter Mathilde à l'outrage, car le courage était la première qualité de son caractère. Rien ne pouvait lui donner quelque agitation et la guérir d'un fond d'ennui sans cesse renaissant que l'idée qu'elle jouait à croix ou pile son existence entière. Le troisième jour, quand mademoiselle de la Mole s'obstinait à ne pas le regarder, Julien la suivit après dîner, et évidemment malgré elle, dans la salle de billard. « Eh bien, monsieur, vous croyez donc avoir acquis des droits bien puissants sur moi, lui dit-elle avec une colère à peine retenue, puisqu'en opposition à ma volonté bien clairement déclarée, vous prétendez me parler? Savez-vous que personne au monde n'a jamais tant osé? » Rien ne fut plaisant comme le dialogue de ces deux jeunes amants, sans s'en douter, ils étaient animés l'un contre l'autre des sentiments de la haine la plus vive. Comme aucun des deux n'avait le caractère endurant, que d'ailleurs ils avaient des habitudes de bonne compagnie, ils en furent bientôt à se déclarer nettement qu'ils se brouillaient à jamais. « Je vous jure un éternel secret, dit Julien. J'ajouterai même que jamais je ne vous adresserai la parole, si votre réputation ne pouvait souffrir de ce changement trop marqué. » Il salua avec un parfait respect et partit. Il accomplissait sans trop de peine ce qu'il croyait un devoir. Il était bien loin de se croire fort amoureux de mademoiselle La Mole. Sans doute, il ne l'aimait pas 3 jours auparavant, quand on l'avait caché dans la grande armoire d'acajou. Mais tout changea rapidement dans son âme du moment qu'il se vit à jamais brouillé avec elle. Sa mémoire cruelle se mit à lui retracer les moindres circonstances de cette nuit qui, dans la réalité, l'avait laissé si froid. Dès la seconde nuit qui suivit la déclaration de brouille éternelle, Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il avait de l'amour pour mademoiselle La Mole. Des combats affreux suivirent cette découverte. Tous ses sentiments étaient bouleversés. 8 jours après, au lieu d'être fier avec M. de Croisenois, il l'aurait presque embrassé, en fondant en larmes. L'habitude du malheur lui donna une lueur de bon sens. Il se décida à partir pour Languedoc, fit sa malle et alla à la poste. Il se sentit défaillir quand, arrivé au bureau des mallepostes, on lui apprit que, par un hasard singulier, il y avait une place dès le lendemain dans la malle de Toulouse. Il l'arrêta et revint à l'hôtel de La Mole, annoncer son départ au marquis. Monsieur de La Mole était sorti, plus mort que vif. Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devine-t-il en y trouvant mademoiselle de La Mole? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien eut la faiblesse de lui dire, du ton le plus tendre et qui venait de l'âme: « Ainsi vous ne m'aimez plus ?» « J'ai horreur de m'être livrée au premier venu, dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. Au premier venu, s'écria Julien, et il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité. Sa douleur, qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à mademoiselle de La Mole, venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il voyait répandre. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée avec quelque peine de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. L'idée du marquis de La Mole, son bienfaiteur, se présenta vivement à Julien. « Je tuerai sa fille, dit-il. Quelle horreur !» et fit un mouvement pour jeter l'épée. Certainement, pensa-t-il, elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame. Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid. Il regarda la lame de la vieille épée curieusement et comme s'il eût cherché quelques taches de rouille, puis il la remit dans le fourreau. Et avec la plus grande tranquillité la replaça au clou de bronze doré qui la soutenait. Tout ce mouvement fort lent sur la fin dura bien 1 minute. Mademoiselle de La Mole le regardait étonnée. « J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant, se disait-elle. Cette idée la transportait dans les plus belles années du siècle de Charles IX et de Henri III.
Elle était immobile, debout devant Julien qui venait de replacer l'épée. Elle le regardait avec des yeux d'où la haine s'était envolée. Il faut convenir qu'elle était bien séduisante en ce moment. Certainement jamais femme n'avait moins ressemblé à une poupée parisienne. Ce mot était la grande objection de Julien contre les femmes de ce pays. Je vais retomber dans quelques faiblesses pour lui, pensa Mathilde. C'est bien pour le coup qu'il se croirait mon seigneur et maître. Après une rechute, et au moment précis où je viens de lui parler si ferme, elle s'enfuit. Mon Dieu, qu'elle est belle, dit Julien en la voyant courir. Voilà cet être qui se précipitait dans mes bras avec tant de fureur il n'y a pas 15 jours. Et ces instants ne reviendront jamais. Et c'est par ma faute. Et au moment d'une action si extraordinaire et si intéressante pour moi, je n'y étais pas sensible. Il faut avouer que je suis né avec un caractère bien plat et bien malheureux. Le marquis parut. Julien se hâta de lui annoncer son départ. « Pour où ?» dit M. de la Mole. « Pour le Languedoc. »« Non, non pas, s'il vous plaît. Vous êtes réservé à de plus hautes destinées. Si vous partez, ce sera pour le Nord. Même en termes militaires, je vous consigne à l'hôtel. Vous m'obligerez de n'être jamais plus de 2 ou 3 heures absent. Je puis avoir besoin de vous d'un moment à l'autre. Julien salua et se retira sans mot dire, laissant le marquis fort étonné. Il était hors d'état de parler. Il s'enferma dans sa chambre. Là, il put s'exagérer en liberté toute l'atrocité de son sort. Ainsi pensa-t-il, je ne puis pas même m'éloigner. Dieu sait combien de jours le marquis va me retenir à Paris. Grand Dieu, que vais-je devenir? Et pas un ami que je puisse consulter. L'abbé Pirard ne me laisserait pas finir la première phrase. Le comte Altamira me proposerait, pour me distraire, de m'affilier à quelque conspiration. Et cependant, je suis fou, je le sens, je suis fou. Qui pourra me guider? Qui vais-je devenir? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer avec les chapitres 18, 19 et 20. Et aujourd'hui, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!